n'y a pas de chemin détourné, ni de choix alternatif. C'est la réussite ou l'échec. Et notre génération ne peut plus échouer. La réflexion d'aujourd'hui sur les indicateurs de l'état de droit donne à chacun une nouvelle occasion de réévaluer ses engagements citoyens. Au fond, ce n'est pas tant un acte gouvernemental ou politique, ce n'est pas tant une façon d'appuyer ou de soutenir un gouvernement. C'est un engagement citoyen qui en appelle au patriotisme de chacun, au nationalisme de chacun, à l'amour que nous avons pour cette terre natale, au désir profond que nous cultivons de vivre dans un pays différent, où il fait bon vivre et où les hommes sont régis par la loi. Pour que ce rêve se concrétise, ce n'est pas la seule responsabilité et la tâche de gouvernement. C'est la prise en conscience quotidienne de chaque et de tous les citoyens. Dans la réflexion sur les indicateurs de l'état de droit, il faudrait par exemple s'arrêter sur la presse, prendre en compte la liberté de presse comme un indicateur majeur de l'état de droit. Je ne m'y arrêterai pas. Non, parce que cette liberté dont nous jouissons aujourd'hui sous ce gouvernement ne traduit la volonté des responsables politiques de cultiver une ère nouvelle dans ce pays, mais parce que, selon moi, la liberté de la presse n'est jamais ni une faveur, ni un cadeau du gouvernement, mais une conquête citoyenne de haute lutte qui se poursuit toujours et n'aboutit jamais. Je ne m'arrêterai donc pas sur la liberté de la presse comme un indicateur de l'état de droit dans notre perspective. Notre perspective ce matin, c'est ce sur quoi, en tant que responsable de l'État, en tant que fonctionnaire public, nous avons le devoir et la responsabilité d'agir pour améliorer le cadre de vie de notre population. Je pourrais, par exemple, en considérant les indicateurs de l'état de droit, m'arrêter longuement sur les indicateurs économiques. Je pourrais montrer comment les difficultés de l'état de droit sont étroitement liées à nos contraintes économiques. Comment les problèmes de santé, les problèmes de logement, le chômage sont liés à des indicateurs économiques. Nous le savons tous et ce n'est certainement pas l'occasion de souligner les incidents de ces indicateurs. Nous devrions peut-être nous arrêter sur les élections comme indicateur de l'état de droit. Il serait nécessaire d'inviter tous les fonctionnaires aujourd'hui à partager leurs suggestions au sujet de la mise en place d'une commission ou d'un collège électoral. Il y aurait peut-être des centaines d'idées nouvelles pour nous convaincre, toutes, à un compromis incontournable en démocratie. Les enjeux électoraux sont trop sérieux pour être livrés à eux-mêmes. Et chaque fois que l'occasion se présente, ce rythme de la vie démocratique met en mouvement des émotions que nous devons apprendre à maîtriser et à gérer. Quelque difficile et délicat que se profile ces temps de compromis démocratique, la responsabilité de nos mises en place dépasse de beaucoup aujourd'hui les limites d'un département ministériel. Aussi, ne sommes-nous pas contraints à remuer une terre vive d'émotions électorales. Nous pouvons laisser à d'autres cette très sensible et judicieuse décision de propositions constructives. 3 thèmes de réflexion particuliers retiendront notre attention. La professionnalisation de la police, l'amélioration des prisons et d'un point de vue général, la dispensation de la justice à travers nos 18 juridictions. Tout ce que nous aurons dégagé pendant ces quelques temps de réflexion contribuera
à améliorer non seulement la vie de nos policiers, non seulement les conditions de la profession libérale des juges, mais encore et aussi l'atmosphère même de convivialité. C'est un grand plaisir pour moi et pour le Canada d'être présent ici aujourd'hui parmi vous dans le cadre de cet atelier sur les indicateurs de l'état de droit. Le contexte pour un tel atelier, c'est que le gouvernement d'Haïti a décidé, à juste titre, de mettre l'état de droit au rang de ses priorités. Je dis à juste titre parce que nous savons tous et toutes que l'état de droit, c'est clé pour permettre le développement socio-économique d'un pays, donc l'amélioration des conditions de vie des gens. C'est clé pour la sécurité des gens. C'est clé pour le fonctionnement de l'État et la gestion des finances publiques. Et c'est aussi clé pour le respect et la réalisation des droits de la personne. Alors, c'est à propos que nous, dans le cadre de cet atelier, que nous nous penchons sur, si je peux dire ainsi, l'état de l'état de droit, ou enfin, dans certains domaines, la police, la justice, le secteur pénitentiaire. Et je dis dans un premier temps merci et bravo à tous ceux et celles qui ont réalisé cette étude, les indicateurs sur l'état de droit. C'est une étude très utile. C'est évidemment un outil, avec ses limites, mais aussi son utilité, un outil pour permettre une réflexion sur l'état de droit et surtout, pour ultimement dégager des pistes de travail. Alors, ce que je me propose de faire très brièvement ce matin, c'est de jeter un coup d'œil rapide, justement, sur cette étude, ces indicateurs, en relever quelques-uns qui dégagent des pistes de travail. Si on regarde les indicateurs du côté de la police, là comme ailleurs, on peut identifier des indicateurs plutôt positifs et aussi des indicateurs qui sont cause d'un peu plus de préoccupation et donc qui nécessitent du travail. Du côté positif, j'ai été frappé, quoique pas entièrement surpris, mais j'ai été frappé par un élément, un indicateur en particulier, alors que 73% des personnes interrogées estiment que la police fait tout ce qui est en son pouvoir pour remplir son rôle. Alors je pense que ça, c'est une grande marque de confiance envers la police. On sait que les attentes envers la police sont extrêmement élevées et qu'on vise toujours plus haut, mais quand même, je pense qu'il faut se réjouir de cet indicateur, pas tout à fait s'en satisfaire, il faut continuer à travailler, évidemment. Et dans le domaine des indicateurs négatifs, et ça vient sans surprise, les gens sont d'avis que les ressources à la disposition de la PNH sont insuffisantes. Et évidemment, cela implique que la PNH a de la difficulté à réaliser son mandat. Et d'ailleurs, quand je voyage en région et je demande systématiquement à mes interlocuteurs « Que pensez-vous du travail de la PNH ?» la première réponse qui me vient souvent, c'est « Il n'y en a pas assez de présence de la PNH chez nous ». Alors ça, évidemment, c'est bien connu. Et puis, il faut travailler à améliorer les ressources qui sont à la disposition de la PNH. Bref, en quelques mots, la PNH a avancé ces dernières années. Il y a du travail qui continue à se faire et on sait qu'on vise toujours plus haut et il y a beaucoup de travail pour nous tous et nous toutes pour continuer à renforcer la PNH, du travail pour nous de la communauté internationale et aussi du travail pour l'État haïtien, notamment en mettant à la disposition de la PNH les ressources qui sont nécessaires. Du côté de la justice, là aussi, certains indicateurs plutôt positifs, d'autres sources de préoccupation. Du côté positif, un indicateur qui a retenu mon attention, c'est au niveau des ressources humaines. La plupart des gens interrogés estiment que les juges ont les compétences, les qualifications techniques nécessaires pour accomplir leur travail. Ils ont bénéficié d'une formation, connaissent bien le droit. Alors pour cela, bravo. Du côté des indicateurs négatifs, il y a un problème qui est bien connu, les délais excessifs
dans le système de justice qui sont probablement la source de la violation des droits de la personne peut-être la plus connue en Haïti, la détention préventive, malheureusement. Alors ça, évidemment, ça ne vient pas comme une surprise, mais ça identifie le fait qu'il faut continuer à travailler pour régler ce problème. Et je sais, monsieur, madame la ministre, je sais qu'il y a du travail qui se fait à ce niveau. Je sais qu'il y a au sein de l'État haïtien, il y a des organisations internationales qui travaillent avec vous également. Mais ça, c'est un domaine où vraiment, s'il y avait amélioration, je pense qu'il y a beaucoup d'individus qui verraient ainsi leurs droits de la personne mieux respectés. L'état de droit est un principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, sont soumis à la loi sans aucune distinction. L'état de droit, c'est de l'égalité de tous devant la loi. C'est une justice indépendante et un respect scrupuleux de la séparation des pouvoirs, un principe incontournable de la démocratie et de sa consolidation. Accompagner les institutions publiques et privées dans la transformation de la société haïtienne en vue d'instaurer cette vision de l'état de droit, voilà le mandat de tous les partenaires d'Haïti, de toute la famille des Nations Unies et de la MINUSTAH en particulier. Nous devons tous conjuguer nos efforts en vue d'accompagner Haïti et de ne pas imposer sur la route d'un plein accomplissement de son destin vers l'instauration d'un état de droit durable pour créer une société dans laquelle l'injustice et l'impunité soient bannies à jamais. Voilà pourquoi je me sens particulièrement honoré de prendre la parole à l'occasion de cet atelier qui va contribuer à nous faire mieux comprendre le chemin qui nous reste à parcourir. En effet, Haïti, comme beaucoup d'autres pays, a été confronté de nombreuses situations critiques au cours de son histoire. Situations dans lesquelles l'état de droit, ou plutôt la faiblesse des institutions en charge de l'état de droit, a joué un rôle prépondérant. Il y a eu, depuis, des progrès réalisés au niveau des institutions de l'état de droit qui se sont clairement manifestés. Le 19 juin 2012, le président Martelly a publié les amendements à la Constitution politique approuvés au terme du mandat du président Préval qui prévoient, entre autres, la création d'un conseil constitutionnel, la participation d'un minimum de 30% de femmes dans toute la fonction publique, et en particulier dans les services publics, la simplification de la nomination du Premier ministre et la légalisation de la plurinationalité. Par ailleurs, la mise en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, adopté par une loi il y a 7 ans et qui veille à la transparence et à l'indépendance du pouvoir judiciaire, est une autre illustration des progrès qu'a connu récemment Haïti en matière d'état de droit. L'officialisation du bureau de l'Ombudsman et de la nomination d'un ministre en charge des droits de l'homme et de la lutte contre l'extrême pauvreté démontrent également que les activités du gouvernement en matière d'état de droit et de protection des droits de l'homme avancent de manière décisive. La police nationale haïtienne grandit en force et professionnalisme d'année en année. Mais il y a encore des objectifs ambitieux à réaliser dans ce secteur, notamment le renforcement de l'inspection générale de la PNH et sa capacité à assurer son mandat de contrôle et d'enquête de tout abus au sein de la police. Il y a aussi beaucoup à faire pour avancer sur la voie d'un système judiciaire fonctionnel et indépendant. Dans le domaine carcéral, la construction récente de nouvelles prisons telles que celle de Croix-de-Bouquet est une contribution importante, mais ne suffit pas pour garantir la dignité des hommes et des femmes détenus. Et ces derniers continuent de souffrir de la détention préventive prolongée, la surpopulation carcérale